Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 février 2023. Il fait toujours aux alentours de moins 25 degrés Celsius. J'imagine que ça a une certaine importance dans cette séquence de vidéos de vous offrir de temps à autre un bulletin météorologique. Car la météo, c'est le sujet préféré des Canadiens. Il ne faut pas l'oublier. Des Québécois aussi. On glose à l'infini sur le temps qu'il fait. Et pour cause, nous vivons dans un climat extrême, tropical l'été, tempéré de temps à autre, à la fin de l'été, et tout simplement polaire l'hiver venu. Alors nous pouvons, nous pouvons passer d'un extrême à l'autre. Et ça, moi je sais en tout cas par exemple, pour ma part, outre le fait que par des températures aussi monstrueuses que celles d'hier et d'aujourd'hui, un vent qui vient de l'Arctique. Et je sais qu'aux États-Unis aussi, à la frontière canado-américaine, dans des endroits aux températures comparables aux nôtres, le Montana par exemple, il parle d'un vent, d'un front polaire qui vient du Canada. Alors sans doute les habitants du Montana sont régulièrement interpellés par les bulletins de météo qui font mention, qui évoquent le Canada. Alors, sans doute, les Américains vivant à la frontière canadienne, le Canada et la frontière canadienne, c'est une grande, grande frontière. Je pense que c'est la plus grande frontière séparant deux pays, partageant la même frontière. Je pense que c'est la plus grande frontière. Voilà. Et donc, forcément, tous ceux qui sont frontaliers au Canada, aux États-Unis, eh bien, doivent composer avec l'imaginaire canadien. Et l'imaginaire canadien, c'est quoi pour eux? C'est nécessairement déplaisant. C'est le froid polaire. Alors, j'imagine, dans un quelconque boui-boui du Montana, par exemple, eh bien, les serveuses servant les clients disent « Oh, il fait froid, hein, on gèle. » Ouais, ça vient du Canada à nouveau. Le Canada, un pays formidable, comme chacun le sait. Et donc, l'été est venu, lorsque la température elle est tropicale, et que, par exemple, je traverse le parc La Fontaine, pour ne nommer que ce parc, eh bien, invariablement, à un moment donné, dans mon esprit, je pense que dans 6 mois, ce parc-là, si bucolique, où les gens étendent des serviettes pour se faire bronzer, ou des couvertures pour faire des pique-niques, ou les enfants qui courent, ou encore des gens qui se lancent une balle de baseball. Et ben, je pense que dans 6 mois, cette verdure va être recouverte d'1 mètre de neige, qu'il n'y aura plus d'enfants qui vont jouer, en tout cas, et qu'il n'y aura personne qui va casser la croûte. Et l'hiver, lorsque je traverse ce même parc, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans 6 mois, l'herbe va être verte, le soleil va être extraordinaire. Alors, au fond, dans notre imaginaire, on habite plusieurs saisons. Et je pense que nul besoin est d'être poète pour expérimenter dans l'esprit ces variations de météo. Voilà, on pourrait dire que dans cette séquence lazaréenne qui se poursuit, n'est-ce pas? L'atmosphère est d'une lourdeur, je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas une journée où on sent que les choses ne vont pas s'aggraver. Et on le ressent au quotidien par
l'inflation, le prix des aliments qui monte. Et franchement, c'est très certainement l'atmosphère la plus difficile que j'ai connue. Ce qui ne m'empêche pas d'être heureux par ailleurs. Et pour moi, c'est un violent contraste. C'est comme si l'été et l'hiver se rencontraient sur un même terrain. Je vis dans une sorte de quasi-plénitude, je dois le confier, je dois vous le confier, je vous dois bien ça. Une sorte de bonheur aérien, mais avec un contraste violent. Alors oui, c'est l'hiver qui s'agrippe au dos de l'été et qui lui mordille la nuque. Voilà. C'est assez étonnant de vivre toutes les saisons dans un seul esprit. Mais je trouve l'atmosphère hyper lourde. Et je réfléchis, nous réfléchissons à comment donner du sens à ce chaos grandissant. Alors, vous le savez, j'évoque souvent cette capacité de maintenir les choses à l'état. Mais maintenir, juste maintenir parfois, c'est une forme d'utopie. Assurément, maintenir n'appartient pas au registre du nihiliste. Personnellement, je me considère comme un contre-nihiliste. Et c'est quoi un contre-nihiliste? C'est quelqu'un qui juge que l'on peut donner du sens aux choses, que le sens de la vie, c'est la direction qu'on lui donne. Qu'au fond, la vie n'a de sens que par le sens qu'on lui donne. Et que si on attend du sens à l'extérieur de notre propre vie, nous n'y parviendrons pas. Et donner du sens, donner des raisons d'être, donner des raisons de se maintenir, ça pourrait être aussi la tâche des poètes. Ce que je ne suis pas. Ou ce que je suis comme par inadvertance. Alors je réfléchis à comment on peut donner du sens à toute cette lourdeur grandissante. Et comment non pas endiguer les menaces qui nous enserrent de toutes parts. Là-dessus, peut-être nous sommes d'une impuissance radicale. Dans le sens qu'on n'a pas de prise sur des événements monstrueux et gigantesques. Mais peut-être qu'on a une petite prise sur notre propre vie. Alors aujourd'hui, je vous lis un court texte de Kenneth Rex Roth, que je devais vous lire hier. Avec le facteur 20, il faisait moins 40 dans la ruelle jouxtant la librairie. Et je ne trouvais pas d'endroit non plus où poser la caméra. Et j'étais incapable aussi de retirer mes mitaines, car au bout de 5 minutes, on est congelé, en fait. Et pour vous dire l'extrémité du climat, eh bien demain, là nous sommes à environ moins 25, mais demain, dans quelques heures à peine, on annonce plus 3. Alors, en l'espace de quelques heures, il y aura une variation de température de 30 degrés Celsius. C'est très dur pour l'organisme. Alors, Kenneth Rex Roth est né en 1905, comme Jean-Paul Sartre, dans l'Indiana. Sartre n'est pas né dans l'Indiana. Et il est mort en 82. Sartre est mort en 80. Et sur la côte californienne. Il a appartenu d'une certaine manière au mouvement hippie, très engagé politiquement et très désillusionné aussi. Il a jugé que l'histoire ne lui avait pas fait de cadeau. Alors il a été assez proche de Ferlinghetti et de Gary Snyder et d'Allen Ginsberg.
Et il a été très impliqué politiquement. Il a développé aussi une sorte de dialectique à la Martin Buber entre le je et le tu. Qu'au fond, on n'appartient jamais tout à fait au monde, mais on n'en est pas non plus exclu. Et qu'il y a une sorte de mouvement, une sorte de danse qui peut s'enclencher entre le monde et nous. Et que de cette danse-là, il faut y participer avec enthousiasme. On dit qu'il est proche de Jacob Böhm, Thoreau ou encore Kropotkin. Mais il a été marqué par l'échec de la Révolution russe. Et cet échec de la Révolution russe, euh, en fait, se fait encore sentir. Hein. L'histoire, l'histoire est à la mesure, est à la hauteur d'homme, je dirais. Les grands bouleversements, je pense que c'est observable, c'est la durée d'une vie humaine. Hein, il y avait un documentaire fait sur Bernard Landry, premier ministre du Québec, à hauteur d'homme. Et je pense que à tous les 80 ans, ce qui est l'âge moyen à peu près, eh bien, de grands bouleversements surviennent. Alors, il a été meurtri par l'échec de la Révolution russe. Échec dont peut-être m'arrive de penser que ce qui se passe en Russie, en creux, c'est un peu une réponse à ce qui se passe ici, au fond. Et si il y a tout lieu de craindre, je vais faire une aparté ici, s'il y a tout lieu de craindre peut-être les menaces de Poutine quant à l'arme nucléaire, il est possible, et ça on ne l'envisage jamais du côté-ci de l'Occident, que nous en fassions usage également. Et ça, en fait, je ne l'ai jamais entendu. On l'utiliserait toujours en réplique. C'est entendu, il y a une réplique. Mais peut-être comme dans les bons ou mauvais westerns, c'est nous qui allons tirer les premiers. De ce que je comprends, présentement, elle va être courte, cette aparté-là. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller dans cette direction-là. L'Ukraine résiste courageusement, non pas pour des valeurs. Ils résistent pour leur peau. Et nous, on leur fournit des armes. Nous, l'Occident global, comme dit Poutine, on leur fournit des armes très sophistiquées qui démontrent hors de tout doute notre supériorité technologique sur Poutine et ses armées. Mais nous fournissons ces armes au nom de nos valeurs. Valeurs pour lesquelles les Ukrainiens meurent et tuent. Mais eux, ils ne se battent pas pour des valeurs. Ils se battent pour leur peau. Et personne n'a envie de mourir pour des valeurs, en fait. On peut tuer pour des valeurs, mais mourir pour des valeurs, je ne crois pas que personne n'en ait envie. Les Ukrainiens, pas plus que les autres. Mais les Ukrainiens se battent pour sauver leur maison, sauver leur terre, retrouver leurs femmes, retrouver leurs enfants, retrouver leurs chiens. Se battent pour retrouver leur vie, tout simplement. Ce qui est très différent que de fournir des armes pour défendre des valeurs. Mais le jour où notre mode de vie, auquel nous sommes attachés à un niveau qu'on n'imagine même pas, parce que tant que ce mode de vie-là n'est pas foncièrement menacé, on en ressent les effets avec l'inflation, puis la montée des taux d'intérêt, etc., etc. On le perçoit hein, comme un petit -20 là, derrière la porte.
Mais s'il y avait un obus qui frappait la librairie ou qui frappait... s'il y avait... si tout à coup on ne se battait plus, en fait, qu'on ne laissait plus les autres se battre pour nos valeurs, mais que c'était notre mode de vie en lui-même, notre existence même, qui pourrait être menacée. Et là, je crains fort qu'on pourrait devenir peut-être aussi féroce que les armées de Poutine. L'impensé de notre férocité, nous ne sommes pas des anges. Assurément, nous ne sommes pas des anges. Mais le bloc occidental, ou l'Occident global, selon Poutine, n'a pas la majorité des... La majorité des terriens se foutent à peu près de nous, fort heureusement. Mais nous sommes instrumentalisés par des dictatures qui apprennent à leur population à nous détester dans notre mode de vie. Je ne parlerai pas de valeur ici, mais simplement dans notre mode de vie, dans notre confort, dans notre manière d'appréhender le monde. Ces dictatures-là sont bien contentes de trouver un bouc émissaire, de trouver un épouvantail, un repoussoir, afin de dissimuler à leur propre population les prédations, les exactions dont elles sont les principales victimes. C'est bien commode, quoi, autrement dit. Ajouter à cela l'envie, la rivalité. Chacun nous jugeant des décadents, souhaiterait bien avoir une portion de notre mode de vie. Alors, oui, ça fait quand même un an qu'on réfléchit sur la violence et les menaces poutiniennes dont est l'objet le peuple ukrainien et qui pourrait finir par nous atteindre réellement, profondément en tout cas. Mais on n'imagine pas, en tout cas, la somme de violence dont nous pourrions être capables lorsque véritablement menacés dans notre mode d'existence. Et alors, quelle serait la tâche des libraires, des intellectuels, des poètes, des écrivains, de tous ces gens qui ne sont pas encore tout à fait déclassés par les robots, de donner du sens à tout cela, ou de permettre des échappées de sens, de permettre à des rhizomes de sens de se créer. Ça va être notre tâche. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous dit. Oh, il a été affligé aussi, Kenneth Rexroth. Il a été très, très, très affligé par les 2 bombes atomiques, décidément, qui ont été larguées sur le peuple japonais. Et ce qu'il dit, il dit la véritable poésie est un discours vivant qu'une personne destine à une autre personne. J'aime beaucoup cette notion-là de personne à personne. Et j'aurais envie même de dire parfois 3 personnes, personne à personne, c'est assez, n'est-ce pas? Alors, je vais vous lire ce qu'il dit. Attendez, je vais retrouver. Oui, sur William Blake. Ça ne sera pas trop long. La théorie, il y a une génération ou 2, suivant laquelle William Blake n'aurait été qu'un poète naïf et peu cultivé, une sorte de douanier Rousseau de la gravure et de la poésie, est l'une des idées les plus absurdes auxquelles est donnée lieu l'histoire de la critique littéraire. Selon cette théorie, c'est parce qu'il aurait été incapable de saisir
la finesse et la complexité des visions orthodoxes du monde et de la tradition que Blake aurait été amené à reconstruire dans sa tête un système extravagant. Depuis cette époque, le volume de la littérature consacrée à Blake a atteint de telles proportions qu'il menace de rejoindre et même de dépasser celui des exégèses bibliques, partagé par des critiques ou des éditeurs aussi divers que Dante Gabriel Rossetti et T.S. Eliot, ainsi que la plupart de leurs contemporains, à l'exception de William Butler Yeats. L'ancien point de vue de la critique est totalement discrédité et aucun commentateur sérieux ne le soutient plus. Exceptionnellement cultivé pour son époque, Blake est parmi tous ses contemporains du XVIIIe siècle le représentant le plus important et le plus durable d'une tradition plus ancienne que toute orthodoxie, celle des orthodoxes de l'anti-orthodoxie. Blake est parvenu jusqu'à nous et il est lu partout dans le monde, alors que le grand illuminé français Saint-Martin a sombré dans un oubli complet, sauf auprès des spécialistes et de quelques occultistes avertis. On peut reprocher l'exégèse toujours plus abondante des œuvres de Blake, de celles qui l'attachent à l'étude du Deutéro-Isaïe, du 8e chapitre de l'Épître aux Romains, ou de l'Apocalypse et de la cosmogonie mystique. Blake est de cette lignée. Il parle la même langue, utilise le même genre de symboles, traite des mêmes réalités. C'est son intelligence de cette tradition qui lui confère sa puissance et rend sa lecture toujours plus féconde à mesure que le temps passe. Blake fait partie du groupe peu nombreux des fondateurs d'une culture souterraine de la dissidence, née avec la civilisation du commerce et de l'industrie. Il diffère toutefois d'un Hölderlin, d'un Baudelaire, d'un Stendhal et de toutes les autres figures purement littéraires en ce qu'il fut capable de développer une vision du monde élaborée, une philosophie de la nature et des relations humaines, en mesure de fournir des réponses aux questions qui se posent au niveau le plus essentiel comme le plus superficiel. Au moment où la dictature de l'argent refermait son carcan sur la culture, écrasant toute valeur hormis celle du profit, les poètes et les écrivains réagirent, Blake, lui, compris. Sade, Hegel, Kierkegaard, Marx, les philosophes de l'aliénation, tous ont échoué à des degrés variables là où Blake a réussi. D'une façon ou d'une autre, tous ont été absorbés par la civilisation même qu'ils attaquaient, et maintenant que leurs idées sont acceptées partout, on comprend qu'ils ne faisaient que caricaturer le système de valeurs qu'ils voulaient subvertir. Leurs philosophies, chacun à sa manière, sont celles d'un mercantilisme hypertrophié. Blake ne peut être digéré. Encore que je me souvienne avoir vu il y a longtemps son Ancient of Day reproduit dans la publicité d'une entreprise de service public. Mais l'auteur de la publicité ignorait probablement que son choix était révélateur. Le célèbre dessin ne représente pas Dieu,
armé de son compas, mettant fin au chaos, d'où sortira l'harmonie. C'est en fait une condamnation du rationalisme diabolique et froid qui a réduit la réalité à une quantité sans contenu. Voilà en quoi Blake se distingue de tous les autres. Il savait que son époque traversait une crise profonde, une période critique de la vie intérieure. Il a su déceler les premiers symptômes de la maladie du monde parce qu'il a su voir en eux les signes annonçant que l'homme allait être dépossédé de la moitié de son être. Il y a sans doute dans ses livres prophétiques une profusion d'intuitions cosmologiques influencées par la vieille tradition gnostique. Mais c'est la tragédie de l'homme soudainement plongé dans une ère de dépersonnalisation sans précédent qui est le véritable objet de la poésie de Blake. Il n'est pas étonnant que les disciples de Carl Jung aient été parmi les commentateurs les plus pénétrants de Blake. Celui-ci anticipe un nombre de diagnostics et de remèdes que Jung préconisera. Et ils ont en commun les mêmes idées archétypales, un semblable Olympe d'entités symboliques clés. Cette communauté d'esprit ne s'explique pas par une parenté suprahistorique, ni par l'existence d'un inconscient collectif. Le fait est simplement que les esprits et les corps humains se ressemblent beaucoup, en tout lieu, à toute époque, et particulièrement durant les périodes de crise de la société ou de l'individu, les hommes rencontrent dans leur vie des éléments spirituels, des formes de pouvoir et des relations d'un rationalisme quantitatif incapable de résoudre. Blake ne voyait pas juste au seul niveau des éléments spirituels intangibles, au niveau des gardiens de l'âme, de tous les examinateurs et les juges qui, dans la sainte mythologie antique, siègent au procès des âmes et symbolisent les conflits intérieurs et l'épanouissement de l'individualité. Il avait également raison au niveau des facteurs extérieurs, des maux engendrés par l'avènement des usines et par la paupérisation forcée, par l'esclavage salarié, par le travail des enfants, par le péché de convoitise qui est devenu la règle d'or d'une société fondée sur la soif de profit. Une génération avant Marx et avant même Hegel, Blake a infailliblement dénoncé les causes de l'auto-aliénation de l'homme. Il a analysé son développement et ses conséquences d'une manière qui ne devait pas être égalée avant le milieu du XXe siècle. Alors, c'est un essai qui est tiré de Elastic Retort, paru chez le Seabury Press, New York, 1913. Et tout ça est tiré de la revue Plein Champ, le numéro que je vous montre ici à l'écran, le numéro 24. Et le dossier en lui-même a été colligé par Joël Cornuau. Et cette revue Plein Champ a été publiée en quelle année? Attendez. C'est un beau numéro.
pas avoir la date. Ça doit être aux alentours. Ouais, en fait, voilà. C'est avril-juin 1985. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.